Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Léa Bochet, avec qui nous allons parler de violences sexistes et sexuelles. Léa, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour tout le monde et bonjour du coup et merci de m'avoir invitée. Donc moi je suis Léa, du coup j'ai 21 ans et il faut savoir que je suis étudiante, alternante et entrepreneuse. Je suis du coup ici aujourd'hui pour vous partager un peu le combat de ma vie, la cause des femmes du coup, plus particulièrement les agressions et crimes sexuels. Donc il faut savoir que j'ai été victime moi-même il y a 2 ans d'un double viol. Et j'ai choisi de transformer ce traumatisme en force et en résilience. Et depuis, je me bats pour un avenir meilleur, un pays plus juste et surtout une vie plus sûre. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation et je t'envoie vraiment tout mon soutien parce que je suis très peinée d'apprendre ce qui t'est arrivé, mais je te trouve incroyable, d'une résilience incroyable d'avoir surmonté ça et en faire quelque chose de beau. Donc vraiment, bravo pour ça. Tu peux être fière de toi et c'est génial. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important en fait, je pense d'utiliser les expériences, qu'on peut avoir dans la vie, comme force et au contraire, ne pas se laisser, abattre, j'ai envie de dire. Je me dis que c'est horrible ce qui est arrivé, mais que je peux en faire quelque chose. Oui, parce qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais avant, parce que j'aime bien planter les, on va dire, les bases pour les personnes qui nous écoutent. Donc déjà peut-être, tu nous présentes plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que du coup les violences sexistes et sexuelles et les chiffres autour de ça. Bien sûr. Alors du coup pour toi, j'ai fait quelques recherches, documentation, pour vous partager un petit peu des chiffres, qui, vous allez le voir, sont, assez paniquants. Voilà. Mais donc je me suis vraiment concentrée sur des rapports, de l'État, français, principalement des années 2023 et 2024. Donc voilà. Donc comme vous allez le voir, la situation en France, tout ce qui va être par rapport aux violences sexistes et sexuelles est assez préoccupant. Et donc voilà. Donc j'ai sélectionné, quelques chiffres pour vous. Du rapport annuel du Haut Conseil, égalité hommes-femmes, dont vous avez dû entendre parler, qui a fait pas mal de bruit, donc de 2024, sur l'année 2023. Donc le chiffre, je dirais, le plus important à retenir, c'est que les femmes donc sont toujours aussi nombreuses à déclarer avoir déjà personnellement vécu une situation de sexisme. Durant cette année 2023, c'est quasiment 9 femmes sur 10 avec 86%. Donc ce qui est quand même énorme. Donc voilà. Ensuite, on a un autre chiffre qui est assez important par rapport au fait que les violences sexuelles et sexistes ne reculent pas. 37% des femmes déclarent toujours donc avoir vécu une situation de non-consentement, ce qui est un chiffre qui grimpe à plus de 50% chez les 25-34 ans. Donc malheureusement, on peut se rendre compte que par rapport aux dernières données officielles, le nombre de violences sexuelles enregistrées entre 2017 et 2022 a doublé. Donc là, c'est des chiffres de 2023, mais on a remarqué qu'entre 2017 et 2022, ça a doublé. Donc c'est un peu inquiétant. Voilà. Ensuite, on a plus de 9 femmes sur 10 qui ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme, ce qui est autant dans l'espace public que dans l'espace, on va dire, personnel. Il y a une tendance aussi dont je voulais parler avec vous, que j'ai découvert du coup dans ce rapport. J'en avais déjà un petit peu entendu parler, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est une tendance qu'on appelle, qui est assez conservatrice, qu'on appelle le hashtag #TradWife ou hashtag Stay at Home Girlfriends. C'est vraiment
une tendance qui se traduit par une épouse en gros traditionnelle, ou une petite copine qui va rester à l'intérieur, rester à la maison, s'occuper du ménage. C'est un peu une tendance un peu à revenir à l'époque du Moyen Âge où en fait pour la quasi-totalité de ces personnes, il est normal et c'est même positif de rester à la maison et de faire de la cuisine tous les jours pour sa famille et pour son mari. Donc bon, on est assez conservateur et surtout, en fait, en Amérique. Donc c'est quelque chose, c'est une tendance vraiment sur les réseaux sociaux qui commence à prendre pas mal d'ampleur, encore 2023. Hem, s une autre étude a permis du coup de voir que plus d'une femme sur 4 déclare avoir subi au moins une fois des violences psychologiques par un partenaire et une sur 6 des violences physiques. Ce qui est encore énorme et j'aimerais bien voir ces chiffres reculer. Voilà. Ensuite, il m'en reste 2 que je trouvais importants. Donc, tout d'abord, on peut voir que, au niveau des attentes, on va dire, à l'égard des pouvoirs publics, pour une prise en charge de la prévention, et la lutte contre le sexisme, en général, je veux dire en France, 84 de la population estime qu'elle doit être prioritaire dans l'agenda des pouvoirs publics, ce qui n'est toujours pas le cas. D'autant plus que, bah, le sentiment, vraiment, on va dire, d'impunité, des actes et propos sexistes reste à un niveau très élevé qui est de 75 et c'est très important, de clôturer, ces chiffres avec, ces données. 4 sur 90 000 viols déclarés chaque année par des femmes, il y a moins d'1 des auteurs, 1 hein, moins d'1 seulement qui sont condamnés. Donc c'est très important d'entendre ces chiffres et de se rendre compte que, c'est un combat qui est pas perdu d'avance, mais qui est très difficile non seulement, d'aller démarcher, mais d'avoir aussi, bah, du coup, un abouti et avoir une justice. Donc c'est très, très important pour moi, de clarifier toute cette situation. Voilà. Bah, super, merci beaucoup pour tous ces chiffres. C'est vrai qu'ils sont horribles. Enfin, c'est dingue de voir qu'avec le temps, bah, comme tu as dit, ces chiffres, ils ont doublé. Enfin, le nombre de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, ça a doublé. Et j'avoue que je comprends pas le pourquoi, du comment, pourquoi ça recule pas et et pourquoi, il y a que 1 enfin moins d'1 des auteurs, qui sont condamnés? Enfin, je trouve ça aberrant. Après, j'imagine là, c'est plus un problème, structurel dans son ensemble parce que, bah, déjà, c'est difficile pour une victime d'aller porter plainte. Elle peut aussi pas être prise au sérieux et puis le système judiciaire en lui-même, il est, très, très mal fait. Enfin, limite, enfin même sûr, hein, un dealer, il va prendre plus qu'un violeur. Donc c'est aberrant. C'est démotivant, en fait et alarmant. C'est vraiment le terme que j'utiliserais le plus, c'est démotivant. Moi qui suis, du coup, en pleine procédure judiciaire, donc je sais vraiment de quoi je parle, je peux vous dire que c'est extrêmement démotivant et que c'est un combat, de tous les jours. C'est un combat, il faut savoir en plus, c'est très important, par exemple pour mon cas, qu'une affaire de viol, met en moyenne 5 ans. Et donc c'est énorme. Donc il faut vraiment, tenir bon et c'est pas donné à tout le monde et je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait et moi-même, c'est très dur, au quotidien. Voilà. Tu es très courageuse et cette énergie est très belle parce que tu te bats au quotidien pour remonter, cette pente et franchement c'est super. Enfin, tu es une petite lumière. Enfin, je pense que les personnes, qui nous écoutent, le ressentent. Donc enfin, ça m'amène à une question. Comment tu fais, du coup, pour retrouver tout cet espoir et pour inspirer potentiellement des personnes qui nous écoutent, qui ont été victimes elles aussi? Comment faire pour, monter la pente, même si, je suis sûre, il y a des hauts, il y a des bas parce que ça doit pas être tous les jours facile, ça c'est sûr et encore une fois, je t'envoie tout mon soutien, j'envoie tout mon soutien aux personnes qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles ou des choses terribles comme ça et voilà, je suis tout cœur. Tu veux dire par là plus des conseils ou plus, comment moi, je pourrais, comment moi j'aurais aimé être accompagnée ou comment, accompagner une femme qui en a été victime? C'est plus, quel côté que tu veux savoir? Plus des conseils ou plutôt comment moi j'aurais aimé qu'on m'accompagne? Tout. OK, bon, bah, on va commencer par des conseils parce que, c'est important, d'être conseillé parce que je remarque énormément que dans mon entourage, il y a beaucoup d'amis à moi, de femmes en général, à qui c'est arrivé et qui n'en parlent pas ou qui n'osent pas par peur de ne pas être prises au sérieux. C'est très important, je dirais,
de dire à une personne, en tout cas une personne dans notre entourage, si on entend, je veux dire, quelqu'un à qui c'est arrivé ou juste on est victime, c'est très important d'entendre le mot «on te croit». C'est très important et c'est quelque chose qu'on oublie énormément parce que en fait, la personne, c'est plus un combat, je veux dire, intérieur. C'est plus, on va dire, tu t'auto-détruis. C'est-à-dire que le combat, il va vraiment être à l'intérieur et c'est important de dire à quelqu'un: «On te croit» et surtout: «Pardonne-toi». Pardonne-toi parce que, il faut pas les laisser gagner en te détruisant et en fait, vu que le mal, de toute façon, il est fait et toi seul peux choisir, en fait, ce que tu vas faire de cette douleur et il faut vraiment l'utiliser pour se battre. Il faut pas, les laisser t'enlever ce sourire. Vraiment, moi j'ai la chance d'être quelqu'un de très positif dans la vie de tous les jours et ça m'a beaucoup aidée, hein, on va pas se mentir. Mais, il faut pas croire que derrière j'ai pas souffert, ça a pas été, un enfer pour moi. C'est juste que j'ai réalisé que, le temps, il réparera jamais, complètement la douleur, mais, ça remplacera pas tout ça, mais il faut apprendre à utiliser ce traumatisme et à l'utiliser comme une force. Vraiment, c'est hyper important pour, même son bien-être à soi-même et sa santé mentale. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'aurais aimé dire? J'aurais aimé, qu'on me dise, par exemple, que je suis, pas seule, du coup, que je suis pas seule dans cette situation parce que c'est vrai que moi, cela m'est arrivé dans une ville qui était une petite ville, de France, donc il y avait pas beaucoup de suivi, pas beaucoup de groupes de parole. J'aurais aimé, avoir ce soutien et donc je trouve ça très important. Je sais que sur les réseaux sociaux, on peut avoir énormément de soutien et donc il faut vraiment en profiter pour être là pour ses proches et surtout pour se soutenir les unes et les autres. Parce qu'il y a aussi des hommes à qui ça arrive. Donc voilà, trop souvent, la justice, en fait, elle va chercher à comprendre, pourquoi ils ont agi ainsi, en se posant du coup, les mauvaises questions, comme, des questions du style, bah, par exemple, comment tu étais habillée, si tu flirtais, si tu avais bu, par exemple, dans ma situation, hein, je prends vachement dans ma situation et au lieu de ça, simplement, juste de dire: «On te croit, on te juge pas». On te juge pas et c'est très important de faire comprendre à la personne qu'on la juge pas parce que c'est pas de ta faute. C'est pas de sa faute, en fait et on l'oublie. En fait, vraiment, on l'oublie et c'est une formation qui devrait vraiment être, imposée dans les commissariats, par exemple, pour, bah, justement, ne pas oublier ces points cruciaux de: «On te croit, on ne te juge pas». S'entourer des bonnes personnes, c'est très important des personnes qui vont te pousser vers le haut, celles qui vont, on va dire, te soutenir sans condition, sans jugement. Et c'est très important l'entourage, donc très important. Moi, la grande raison de pourquoi j'en parle, c'est pour sensibiliser mon entourage et éviter que ça se reproduise et surtout ne pas me laisser faire. Parce que, crois-moi que, on a beaucoup essayé de me faire taire et et en fait, c'est un effet un peu de société, d'essayer de faire taire ce genre de situation parce que tant que ça nous arrive pas, en fait, on va pas le prendre en compte. Voilà, donc voilà, il faut crier haut et fort ce qui se passe, la vérité et ne jamais avoir honte. Ne jamais avoir honte et ne jamais se sentir coupable. C'est tellement important et je ne le répéterai pas assez. C'est vraiment très important et aujourd'hui, je veux vraiment, répéter que ce n'est pas de ta faute et surtout tu n'es pas seule. Tu n'es vraiment pas seule et il faut être solidaire, très solidaire et se battre ensemble parce que c'est que comme ça qu'on fera changer les choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes conseils, on va dire. Voilà, mes conseils pour aider et puis surtout pour en parler, pour les personnes à qui c'est arrivé. Voilà. Ensuite, vraiment au niveau de l'accompagnement, du coup, j'ai un peu détaillé, une manière dont on peut accompagner une victime. Je dirais qu'il y a d'autres moyens d'accompagner, une femme. Déjà de la pousser à aller porter plainte. On peut vachement sous-estimer le fait de porter plainte juste psychologiquement pour soi-même, de pouvoir, se dire: «Je l'ai fait». Se dire: «Je l'ai fait» et c'est très, très important pour moi. Donc en effet, la soutenir. Le déclic, il est personnel, donc c'est vraiment, peu importe ce qu'on vous dira, c'est un combat contre soi-même
Et c'est très important de le savoir, donc il faut être présent, faut éviter de laisser la personne s'enfermer sur elle-même, la conseiller, d'évacuer, par exemple, ça peut être, à travers du sport, une psychologue, une spécialiste en traumatisme EMDR, qui est vraiment spécialisée dans ce genre de trauma. Mais en fait, comme j'ai envie de dire, chacun va réagir d'une manière différente. Chacun va ressentir le traumatisme d'une manière ou, d'un level, on va dire, différent, et il faut jamais, sous-estimer ou juger, justement, ses émotions, ses sentiments. Il faut vraiment être là dans la compréhension. C'est très important. Voilà. Moi, je dirais qu'un autre point très important, c'est trouver un échappatoire à travers une passion. Une passion. Bon, alors une passion, ça peut être un sport aussi, quelque chose, une activité qui nous faire des choses qui nous rendent heureuses. Vraiment, c'est très important. Ça m'a permis, vraiment de reprendre confiance en moi. Par exemple, cette année, j'ai repris confiance en moi en prenant des cours de self-défense pour femmes, et ça fait tellement du bien. On n'en parle pas assez, mais ça fait tellement du bien de juste faire quelque chose qui te plaît et d'apprendre à se défendre. Ça te donne confiance en toi. C'est vraiment ça fait du bien. Donc voilà, si, vous avez des victimes autour de vous qui osent pas en parler, aidez-la vraiment à franchir ce pas, et puis si vous-même vous êtes victime, j'ai envie de dire, il faut en parler. Ne restez pas seul, et surtout, il y a des thérapies, il y a plein de gens qui vous aiment autour de vous. C'est très important de bien s'entourer et surtout de pas garder ça pour soi. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils et tout ce que tu viens de pu nous dire, c'était très enrichissant et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est hyper important, de libérer la parole, parce que, bah, il faut sensibiliser. En fait, il faut pas donner ce pouvoir aux agresseurs de briser notre vie et il faut se redonner, ce pouvoir, parce qu'on le mérite, on le vaut et que c'est normal. Ils ont essayé de nous briser, bah, ils ont pas réussi parce que, voilà, eux, c'est enfin, il y a même pas des mots pour décrire à quel point ce sont des monstres et ils mériteraient tellement de payer pour ce qu'ils ont fait et j'espère de tout cœur qu'un jour la justice française sera du côté des victimes et plus des agresseurs parce que c'est pas possible, en fait, de continuer ainsi. Donc c'est pour ça que c'est comme tu dis, c'est hyper important de sensibiliser. Tu parlais de faire des formations dans les commissariats, c'est vrai que je pense que ce serait une très, très bonne initiative. D'ailleurs, je ne sais pas si toi-même tu aurais, cette, cette idée de faire des formations, parce que je sais que tu as un projet entrepreneurial, notamment Myself Ski. Donc, si tu veux nous en parler, parce que je sais aussi dans ce projet entrepreneurial, tu inclus, enfin, de ce que j'avais vu, tu inclus des cours de self-défense pour femmes. Donc, si tu peux nous parler de tout ça, ce serait avec plaisir. Bien sûr. Alors du coup, oui, j'ai lancé Myself Key, bah, suite, du coup, à mon traumatisme. C'est en fait si vous voulez, bon, en dehors du coup, du côté, self-défense, j'en parlerai après. C'est vraiment une solution, de sécurité personnelle. Donc en fait, avec un moyen assez rapide et efficace, de vous défendre, à travers des porte-clés, en fait, multifonctionnels, offrant du coup, plusieurs possibilités, on va dire, de se défendre à travers, des gadgets. J'aime bien dire le mot gadget. Des gadgets, qui vont en fait, permettre, du coup, de réagir rapidement. C'est surtout ça, de réagir rapidement, à une situation, d'agression ou, juste de danger. Donc, sur un porte-clés, pour vous expliquer un petit peu, pour t'expliquer un petit peu, hem il y a une petite chaîne, en fait, qui va regrouper, plusieurs, du coup, gadgets. Donc on a une alarme assez puissante. Je vous décris un petit peu, ce qu'il y a dessus parce qu'on me demande souvent, on voit mon porte-clés et on me dit: «Mais à quoi ça sert?» Donc on a une alarme dessus, de 140 décibels, donc qui est assez élevée. C'est l'équivalent, en fait, d'un bruit d'avion au décollage. Donc bon, je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais je pense que vous voyez. Ou juste tout simplement d'une alarme de cuisine. C'est moi vraiment ma référence, l'alarme de cuisine. Donc ça permet vraiment d'alerter et de faire fuir, l'agresseur. Ensuite, j'ai un brise-vitre, qui, est, double utilité. C'est un brise-vitre coupe-ceinture. Donc ça permet de se libérer et de casser, un carreau, par exemple, si tu es coincé dans une voiture ou qu'on t'a enfermé quelque part. Ce qui arrive, par exemple, dans une situation, un Uber, mal intentionné, tout simplement.
On a une lampe pour s'éclairer. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Tu plus de batterie, tu dans le noir, la lampe vraiment ça m'a en fait, j'ai vraiment essayé de répondre à des solutions, à des problèmes auxquels de trouver des solutions, pardon, à des problèmes auxquels je pouvais être confrontée dans la vie de tous les jours. Il y a des gadgets qui existent déjà, du coup, de certains que je dis qui existent déjà. Donc voilà, comme par exemple aussi le poing américain qui permet de se défendre. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un petit côté, un petit peu, pour, le petit côté, stylisé, un petit pompon, et une petite lanière pour le mettre autour du bras. Et donc moi, je suis vraiment en train de faire on va dire, un travail de recherche, pour développer des gadgets qui n'existent pas et qui pourraient répondre à des situations, d'urgence, rapidement et efficacement. Comme par exemple, je crée en ce moment-là le premier QR code d'urgence. Donc en fait, sur ce QR code, en le scannant avec n'importe quel téléphone, tu aurais, les contacts d'urgence, de la personne personnalisables. Voilà, tu as plus de batterie, on t'a volé ton téléphone, tu t'es retrouvé dans une situation où, tu as besoin d'appeler quelqu'un et on va pas se mentir, plus personne connaît les numéros de téléphone de personne, maintenant qu'on a le téléphone. Et donc c'est vrai que je me suis dit: «Oh, punaise, si je me retrouvais dans ce genre de situation, je sais pas comment je ferais», tout simplement. Donc voilà, l'objectif donc vraiment ça va être de démocratiser tout ça, ce sentiment d'être dans une société, plus sécuritaire et donc à travers, ces petits gadgets, mes petits porte-clés, voilà. Donc c'est pour expliquer un petit peu le concept, pourquoi est-ce que je me suis lancée, dans tout ça. C'est-à-dire que les années qui suivent de mon agression, j'ai vécu du coup, pendant 1 an toute seule dans la même ville, qui est une petite ville et je me suis jamais sentie en sécurité. Je me suis jamais sentie, bien, je me retournais tout le temps le soir, j'évitais de m'habiller d'une certaine manière et je me suis en fait acheté, plein de petits gadgets sur internet et j'ai rassemblé ce petit porte-clés et puis, je me suis dit, ça m'a sauvée de 2 situations, assez embarrassantes et je me suis dit, «Ça pourrait être pratique, je vais le proposer à mes copines» et c'est parti super vite et je me suis dit: «Pourquoi pas en faire un business?» Quitte en fait à, éviter les situations dans lesquelles je me suis trouvée à d'autres personnes. Voilà et par la suite, j'ai fait la rencontre de Yves, qui me suit tous les jours quotidiennement, dans mon projet, qui est le directeur d'une association qui s'appelle, La Française Athlétique, qui est à Paris, basée à Paris et qui propose des cours de self-défense pour femmes et donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de démocratiser aussi ce cours, qui est, vraiment passionnant, qui te redonne confiance en soi qui redonne confiance en soi et on s'est dit: «Pourquoi pas former les entreprises?» Donc pour former les entreprises, on s'est dit qu'on pourrait, organiser un petit atelier, avec, du coup, les employés d'entreprises en B2B, du coup et on proposerait, du coup, un atelier de sensibilisation, en mettant en scène des situations, d'agression, en sensibilisant autant les hommes que les femmes. Parce que c'est très important de prendre le problème à la racine et de bien dire que ce n'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes qu'il faut sensibiliser. C'est extrêmement important et donc vraiment on est en train de monter tout ça et le projet commence à bien grandir et de trouver un objectif, un but de vie, tu vois? Et donc c'est aujourd'hui du coup par rapport à mon porte-clés, ils sont pas encore disponibles. Je suis en train de relever un peu une collecte de fonds pour, créer des prototypages, pour vraiment répondre, à d'autres besoins, un peu comme les gadgets de Totally Spice. J'aime bien comparer ça, à la Totally Spice et donc en parallèle du coup, je t'en parle un petit peu parce que je fais des études du coup, à côté. Je fais une enquête de documentation et de recherche, sur le harcèlement, et les agressions sexuelles, dans le monde du travail, dans les espaces publics en France, du coup et ça représente, d'ailleurs le thème de mon mémoire, de fin d'année et donc je veux vraiment me documenter un maximum et pour pouvoir prendre conscience et faire prendre conscience aux gens et vraiment répondre, avec des solutions concrètes au problème, qui est le sexisme en France et apporter des réelles solutions et donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ma vie en ce moment. Non, mais c'est très bien, tu as donné du sens à ta vie, avec tout ça et
tu peux être fier, c'est super, tout ce que tu as mis en place. D'ailleurs, n'hésite pas, quand il y aura la cagnotte qui sera lancée sur Ulule, j'imagine ce sera sur Ulule que tu voudras le faire, bah, tu me le communiques, comme ça je mettrai ça dans le lien de l'épisode et même à partager sur mes réseaux sociaux, hein, clairement, parce que c'est un projet qui mérite, d'avoir de la visibilité. Bon, bien sûr, je participerai, hein, ça c'est sûr, parce que je veux donner, du poids, je veux donner, ouais, je veux que ce projet puisse se concrétiser. Surtout que ouais, ton idée de QR code d'urgence, c'est super, c'est vrai que j'y avais pas pensé non plus et enfin, je suis pas dans ce domaine-là, mais je trouve ça assez, enfin, comment dire? C'est un truc qui devrait être, «acquis» entre guillemets, parce que c'est vrai que comment on fait quand on a plus de batterie? Bah, on est embêté donc surtout surtout qu'avec les nouveaux téléphones, ils ont pas une batterie, très, 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 très élevée. Tout à fait. Puis on se retrouve tout seul, en fait, on se rend compte que, bah, si ça arrive, si on a plus de téléphone, on se retrouve, bah, vraiment dans une situation, délicate et donc c'est vrai que j'essaye souvent de me poser et de me dire: quel problème je pourrais rencontrer dans ma vie?» Par rapport à ce sujet, bien sûr. Après, plein de sujets et je pense que c'est en répondant justement à ces problèmes qu'on va éviter, certaines situations. Oui, la prévention, ça pourra nous permettre, de se protéger, protéger d'autres femmes et des hommes à qui ça peut arriver, bien entendu. Donc oui, c'est important, de faire, c'est un sujet de solidarité, pour tout le monde. Mmh mh. Exactement, tout à fait. Et du coup, ça me faisait penser parce que du coup, tu es en collaboration avec la Française Athlétique pour des cours de self-défense. J'avais l'impression qu'on organisait aussi en B2C parce que je sais que tu m'avais invitée et malheureusement j'étais pas disponible, j'aurais beaucoup aimé venir. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont, bah, des particuliers, comment on fait, pour rejoindre ces cours de self-défense? Alors du coup, en fait, c'est vrai on a organisé pour recontextualiser un petit peu, je fais partie du coup d'une communauté qui s'appelle, d'entrepreneurs, qui s'appelle Minky Gang, qui est une communauté qui vient d'être lancée il y a pas très longtemps, qu'on peut trouver sur internet, tout simplement en recherchant, qui gère en fait un groupe d'entrepreneurs sur Paris, et d'autres, je crois qu'il y a d'autres personnes que en dehors de Paris et en fait, j'ai fait un partenariat avec eux. En organisant en fait on se regroupait entre entrepreneuses, entre femmes, mais pas que entrepreneuses, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais pour le coup, c'était vraiment le côté un peu partenariat et en fait, on a créé, hem, en fait un comment dire? Comme un meet-up, en fait, une rencontre entre entrepreneuses, mais un peu originale, autour d'un cours de self-défense. Donc, c'était vraiment sympa et j'espère qu'on pourra remettre ça souvent. On en a reparlé déjà, une rencontre comme ça, où en fait on prend un cours et ensuite, il y a un petit apéro où on peut discuter entre nous et faire connaissance et c'est tellement vraiment, c'est tellement agréable de rencontrer en plus des femmes, d'autres femmes déjà et des femmes, bah, qui sont passionnées par les d'autres sujets, qui peuvent t'apporter énormément dans ta vie, d'entrepreneuse et à côté, je veux dire, de ces petits événements d'entrepreneurs, on propose un cours tous les jeudis soirs pour celles qui sont intéressées, à partir de 19:00 pour, justement que ça pose pas de problème avec le travail, où on se retrouve et puis on prend des cours de self-défense entre nous et c'est notre petit moment de la semaine où, Yves nous apprend à nous défendre en talons, à nous défendre, en sortant de boîte. Il nous met dans les situations, c'est vraiment génial et c'est tellement dommage que ça soit pas plus connu, plus, démocratisé. En fait, les femmes ont peur d'y aller. C'est généralement la réaction que j'ai quand je propose de me rejoindre. Elles ont peur de se lancer. Mais une fois qu'on se lance, on est parti, c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez nous retrouver. Du coup, c'est sur Paris, que vous êtes basés? C'est ça, tout à fait, sur Paris, mais je suis persuadée qu'il doit y avoir dans d'autres villes d'autres cours de self-défense pour femmes. C'est quelque chose qui commence à se faire connaître et à avoir un peu de succès. Voilà, pas assez encore, mais un peu. Mais du coup, c'est mal à penser parce que moi, j'entends beaucoup aussi parler de Krav Maga, mais c'est quoi la différence entre le Krav Maga et le self-défense? Alors, moi je sais que, Yves, qui nous donne les cours, du coup, il fait du jiu-jitsu. Je le prononce bien, j'espère. Et je sais pas exactement c'est quoi la différence, parce que j'ai jamais fait de Krav Maga, mais je sais que
c'est pas déjà les mêmes arts martiaux. Et en plus de ça, lui, il va vraiment, en fait, faire plus qu'un cours de self-défense. Il va nous apprendre à psychologiquement être aptes à frapper parce que c'est une chose d'apprendre, de faire de la pratique, mais il faut, le moment même, réussir à se défendre, à frapper. Parce que c'est généralement un blocage qu'ont généralement, ça soit les femmes ou d'autres personnes, quand tu es en situation d'agression, tu peux te retrouver paralysé. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous apprendre en fait à se débloquer, à oser. Il va aussi nous faire des petits cours sur nos droits, sur nos droits en tant que personne, à comment réagir, pas forcément par la violence, mais dans la manière dans les gestes, dans la gestu, dans tout. En fait, c'est vraiment au-delà d'un cours de self-défense, c'est vraiment un cours pour apprendre à gérer des situations en fait de danger. Et tous et en sachant bien évidemment des petits gestes de self-défense, des postures, de comment tomber. On aime bien en fait ce petit jeu de situation. On se dit oh, il y a un frotteur dans un tram, comment je réagis, comment je peux me défendre, ou tout simplement on m'insulte, comment je réagis? Et quelqu'un qui m'agresse, qui a une posture agressive, comment je réagis? Comment je me défends? Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Mais faut y assister, faut venir au moins essayer, ça coûte rien d'essayer. C'est vraiment très sympa. En tout cas, tu me l'as bien vendu. J'aimerais beaucoup découvrir, les cours de Yves, en tout cas et d'ailleurs, il faudra que tu me donnes, où le contacter, parce que je me dis que ça peut être intéressant de mettre, ses coordonnées, dans la description de l'épisode pour, les femmes, et les hommes qui voudraient apprendre, à se défendre. Parce que là, c'est vrai la façon dont tu le décris, c'est vrai que ça donne envie parce que c'est vraiment un 360°, ça travaille le mental, le physique et c'est vrai que donner des coups, on n'est pas habitué, surtout qu'en plus, on a un peu ce préjugé que, bah, les femmes, elles ont pas de force, c'est que pour les hommes et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une barrière mentale, psychologique qui empêche les femmes, de vraiment frapper. Tout à fait. En fait, c'est vraiment, ce côté, de l'éducation, comme on n'en parle pas assez, c'est vraiment, l'éducation des femmes font qu'on est douces, on n'est pas des brutes. Ça me fait un peu rire parce qu'en vrai, c'est pas du tout une question de poids, ni une question de savoir se battre, c'est vraiment une question de geste. C'est une question de comment tu places tes coups, la position, la manière de le faire, la manière de te défendre. Au fait, comme maintenant j'ai une perception vraiment différente de la manière dont je vais me défendre, je vais plus foncer dans le tas. Je vais apprendre à gérer même, par exemple, la manière dont tu vas te tenir, ton équilibre, tout simplement. Et on apprend vraiment beaucoup de choses sur soi-même qu'on ignorait. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment de vendre, ce cours parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me permet de me sentir plus confiante quand je sors. Tu viens m'embêter, je sais me défendre. Mais pas besoin de mettre un coup ou de faire, 90 kilos pour savoir se défendre. C'est vraiment un mythe. Tu peux Oui, être petite et légère et très bien te débrouiller. oui, oui, c'est de la technique plus que de la force. Exactement, et c'est très important de le souligner. C'est vraiment très important. Et il faut bien évidemment, avoir une pratique assez régulière, pour bien, on va dire harmoniser les gestes et c'est nécessaire du coup, pour que la technique soit efficace, en situation du coup réelle. Voilà. Ouais, ouais, c'est normal, il faut mémoriser, parce que c'est un apprentissage, d'apprendre à se défendre tout simplement. C'est vrai que je comprends pas pourquoi on n'a pas des cours de self-défense, au collège, au lycée. Ça devrait être inclus et honnêtement, moi pour l'instant, c'est que le début de mon combat, mais je vais me battre pour que ça soit des cours qui soient obligatoires au collège au moins, au lycée, pourquoi pas, mais au collège déjà, d'apprendre à savoir se défendre parce que, les femmes, c'est comme l'éducation sexuelle, il y a pas d'éducation. Il y a pas d'éducation, on nous apprend pas à nous défendre, et donc ça pourrait, littéralement réduire, les taux d'agression sexuelle, dans les espaces publics de moitié et l'État je sais pas pourquoi l'État ne met pas ça en place et je vais vraiment me battre pour que ça soit démocratisé. Vraiment, c'est l'objectif de ma vie. Bah, Voilà. je te soutiens dans l'objectif de ta vie. Je veux aussi, que les cours de self-défense soient démocratisés.
C'est vrai que de mon côté, j'ai jamais fait de cours de self-défense. J'avais essayé un peu, le Krav Maga, mais c'est vrai que vu que je fais plein de choses à côté, c'était pas évident de trouver, un rythme chaque semaine. Donc c'est des habitudes à prendre, ça c'est clair. Mais j'aimerais beaucoup en tout cas après je me dis: «C'est vrai que j'étais toute seule», donc c'est sûr que quand on se motive entre filles, c'est plus sympa. Exactement. C'est ça, c'est se lancer. Il y a le problème, c'est que généralement on se dit: «Oh, je suis toute seule, c'est difficile d'y aller toute seule. C'est un pas à faire. Moi, j'ai vraiment appris, à m'auto-satisfaire, on va dire, à aller tu fonces tête baissée, tu réfléchis pas, tu testes. Expérimenter, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on fait généralement les plus belles rencontres et les plus belles expériences. Voilà et moi, je t'invite vraiment jeudi prochain, pas jeudi de cette semaine, mais jeudi de la semaine prochaine, à venir assister à un cours. En plus, c'est un cours, très spécial le jeudi prochain. Donc, moi, je t'invite à me rejoindre, au cours de self-défense. Ça va être très sympa. OK, je vois, si je suis disponible. Bien évidemment, les personnes qui nous écouteront ne pourront pas rejoindre ce cours. Je serai là parce que l'épisode sera publié a posteriori. Mais ouais, je te dirai. Tous les jeudis, vous êtes les bienvenus. Il y a vraiment aucun souci, il suffit de contacter ou de me contacter, ou tout simplement, d'aller sur le site, de l'association qui s'appelle, La Française Athlétique Club. Voilà. Il y a le cours et tout est très bien expliqué. Yves gère très bien, son cours de self-défense et en plus de ça, c'est le type d'homme que j'aime bien dire ça, c'est le type d'homme qui te redonne confiance en la jante masculine. Voilà. Un homme écrit par une femme. C'est une expression que je trouve très belle. Waouh! Les hommes féministes, comme on dit, qui sont là, c'est pas que les féminismes, pour moi, c'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi. C'est important de le souligner. On partage exactement la même vision, je pense comme toi. Il y a des hommes féministes et des femmes féministes et même il faut les 2 parce que sinon enfin, ça me fait penser forcément, tout ce qui est droit de vote, droit à l'avortement, on les a obtenus parce qu'il y avait des hommes qui étaient inclus, dans la lutte. S'ils avaient pas été là, bah, on ne les aurait toujours pas eus. Donc c'est hyper important que tout le monde se sente concerné et prenne en main ces sujets parce que c'est que comme ça qu'on fera changer les mentalités. Surtout que malheureusement la majorité des agresseurs dans les statistiques sont des hommes. Donc il faut qu'ils éduquent aussi leurs amis et familles et tout ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait des points de départ, pour, planter des graines d'éveil féministe, comme j'aime bien le dire. Tout à fait et puis c'est vrai qu'on est dans une société aussi où en fait le message la définition du féminisme et le message du féminisme est un peu, on va dire transformé. Pour moi, en ce mo enfin, de nos jours, on dit généralement que le féminisme, c'est les femmes. Mais non, le féminisme, c'est un combat femmes-hommes, main dans la main et c'est peut-être aussi en grosse partie pour ça qu'on régresse dans nos droits parce qu'on oublie que les hommes sont aussi importants que les femmes dans la cause du féminisme et que pour moi, on est tous féminisme enfin, bon, tous féminisme, pas tous, mais que c'est pas une question de genre. C'est vraiment, important de dire qu'il faut qu'on travaille ensemble et on n'est pas contre les hommes, on est avec eux. C'est très important pour moi de le préciser. Voilà. Entièrement d'accord. Je sais plus qui disait ça, mais j'avais vu pa ça passer, je crois que c'était une actrice, je crois que c'était celle dans, j'ai aucun souvenir, mais c'est pas grave. Ah oui, c'était Last of Us. Je crois que c'était l'actrice principale de Last of Us qui avait dit ça de mémoire, qui a dit: «Soit on est féministe, soit on est sexiste» et en vrai, je suis totalement d'accord avec ces définitions parce que qui de normalement constitué, en tout cas, serait contre d'avoir une égalité, une équité entre, les genres? Enfin, ça paraît dément, quoi. C'est ouais, c'est en fait une société dans lesquelles on grandit avec des normes et des valeurs, forcément, généralement, qui sont transmis par les parents, mais pas que, hein, pas que. Des normes et des valeurs qui, en fait, vont être représentées des fois, c'est ça c'est un gros problème d'éducation, et c'est pour ça que je voulais absolument rajouter, à cette discussion, l'ouvrage qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps de Lucille Pétavin, je ne sais pas si tu as entendu parler? Le coût de la virilité. Je conseille à tout le monde de le lire parce que ça fait prendre conscience, en fait, que c'est pas peine perdue. C'est très important de se dire que, c'est pas peine perdue et que, c'est vraiment, collectivement qu'on s'attaque aux racines, du sexisme et que, ça implique d'agir dès la petite enfance, donc jusqu'à l'âge d'adulte. C'est vraiment l'éducation. L'éducation, dans les aspects de la vie privée comme publique et on peut le retrouver dans la magnifique œuvre de Lucie Pétavin que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est,
qui vraiment est passionnante et ses travaux, sont passionnants et vraiment, j'ai noté quelques chiffres que je voulais te donner d'ailleurs. Heu, attends, je te les retrouve. Alors voilà. Alors donc, ils représentent les hommes en général, les hommes sont responsables donc de forcément, je dis forcément parce que ça me paraît logique, quand tu vois un peu la situation dans laquelle on est dans notre société. Heu, on va dire sont responsables de l'écrasante majorité, des comportements asociaux. Ils représentent 84 des auteurs d'accidents de la route mortels, ce qui est assez grand. 92 des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens et aux personnes au collège. Donc il y a de la formation à faire. 90 des personnes condamnées par la justice et 96 des mises en cause pour meurtre, ce qui est énorme. Et donc, le chiffre le plus important par rapport aux violences sexuelles, 97 des auteurs de violences sexuelles. Donc, on est quand même sur un chiffre énorme. Donc, si on éduquait les hommes comme on éduque les femmes, on vivrait dans le monde des bisounours. Non, j'abuse. Mais on vivrait dans un monde plus beau, je pense. Donc, c'est vraiment une question d'égalité. Je pense, d'éducation, pardon. Donc je pense que c'est très important de ce n'est pas peine perdue, c'est juste qu'il faut qu'on apprenne à éduquer les filles et les hommes de la même manière. Mmh. Voilà. Ouais, je te rejoins totalement et c'est encore une fois des chiffres édifiants, enfin vraiment tristes, mais qui peuvent changer. Et du coup, quand tu parlais de ton dernier chiffre et que le fait que 97% des auteurs d'agressions, enfin de violences sexuelles sont des hommes, en fait, je pense déjà il faudrait potentiellement leur apprendre la base du consentement. Et du coup, ça me semble important que tu nous définisses ce que c'est le consentement pour les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est très difficile de définir le consentement parce que même la justice, on va dire, en général, a du mal à définir le consentement, et je voudrais pas vraiment, déformer le propos parce qu'il y a on va dire je vais dire la définition du consentement avec mes mots, pas la définition juridique. C'est vraiment ma définition à moi. Pour moi, le consentement, ça va être, le fait qu'une femme dise non. Elle peut le dire, par exemple, si tout simplement, une situation, une femme dort, c'est non. Une femme, est alcoolisée, c'est non. Hem, c'est des situations où en fait, on ne va pas abuser, de la situation en général, alors que la personne est en état de faiblesse. Non seulement elle peut être en état de faiblesse, elle peut être en état de danger et en gros, c'est un peu la contrainte. C'est sous contrainte ou je sais que la définition, est un peu en train d'être revue, juridique là. Ils sont en train en Europe en tout cas, ils sont en train de faire un travail dessus, je sais pas trop si tu en as entendu parler. C'est un peu, la guerre pour, revoir la définition du consentement. Donc la France est d'ailleurs contre. Je sais pas trop, je me suis pas trop actualisée, bon après parce que, il y a des termes c'est très, très compliqué, il faut vraiment se plonger dans le sujet, mais c'est vrai que le consentement pour moi, c'est vraiment, d'obliger, on va dire, un rapport sexuel, une agression sexuelle ou un attouchement, que ça soit moral, physique, verbal, sous contrainte, sans le consentement, c'est vraiment pour moi, non. Non, c'est non et un peut-être, c'est pas oui. Une personne qui dort, c'est pas oui. Une personne qui est alcoolisée, c'est pas un oui non plus. Une personne droguée, encore moins. Et ça, les hommes ont un peu du mal à le comprendre parce qu'ils disent: «Bon, des fois, elle dit non, mais c'est oui». Non, non, c'est non. Voilà, c'est très important de le souligner. Non, c'est non et tu vois une personne qui pleure, je veux dire dans la gestu, on va dire des émotions, non, c'est non. Mais dans ce que tu me dis, ça me fait penser à plusieurs choses. Notamment, je sais que j'avais vu une très bonne vidéo, c'était le consentement expliqué avec le thé. Et en fait, c'était enfin, vraiment une petite série d'animation. En fait, je pense, bah, c'est dessiné pour tout le monde. Je mettrai le lien dans la description et je trouvais ça hyper percutant parce que du coup, il y avait l'image. Enfin, comment dire, est-ce que tu vas forcer une personne est en train de dormir, est-ce que tu vas lui mettre le thé dans la bouche? Enfin, quand on voit avec le thé, on se rend tout de suite que c'est aberrant. Et du coup, enfin, ce que j'aime beaucoup avec la fin de la conclusion, c'est on comprend le consentement avec le thé, mais pourquoi on comprend pas ça avec les êtres humains en fait? Donc, très très bonne vidéo à regarder. Et aussi, après je te laisserai la parole, ça me fait penser aussi que je pense que c'est à cause aussi de, comment dire,
le cinéma, enfin la culture en général, la pop culture, que on peut penser que un peut-être c'est un oui, un non c'est un oui parce que on voit des images, bah du coup que ce soit des images dans les livres, dans les séries, dans les films, etc. Où bah ça passe comme ça et fait, du coup ça construit beaucoup d'imaginaire. Et même, et je pense aussi, il y a beaucoup l'influence du porno qui fait que bah ça devient très compliqué, j'imagine, pour certaines personnes de voir la vérité dans tout ça. C'est très, très, très important. Je travaille énormément dessus en ce moment. Justement, je me documente énormément dessus. Il faut savoir que pour les 3 quarts des adolescents, des enfants, l'éducation sexuelle se fait par la pornographie et c'est un gros, gros problème dans notre société. La pornographie est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'en plus l'âge, je l'ai vu, il a encore baissé. Je sais plus exactement, c'est entre 7 et 8 ans, donc quelque chose comme ça, 7, 9 ans, heu, où ils voient leurs premières images pornographiques et c'est aberrant de se dire quand tu vas sur un jeu, rien qu'un un petit jeu sur internet, tu as des images, sexuelles, à aspect sexuel, à caractère sexuel et en fait, la pornographie donne une image, une idée de la manière dont on doit faire les choses, sexuellement parlant, qui n'est pas du tout la réalité moi-même, hein, dans ma vie de tous les jours, dans mes relations intimes, je remarque que, les personnes, ont du mal à faire la différence entre le réel et l'irréel et on est tellement éduqués par ces images, qu'en fait on va construire tout notre, on va dire toute notre éducation, tout notre perception des choses à travers ces images et ces images sont très violentes, très percutantes, au niveau du consentement. Il y a beaucoup de mise en scène, ce genre de choses, qui poussent à croire que le consentement, c'est pas ce que c'est et qu'une fille qui dit non, ça peut être un oui et ça, en fait, ça va c'est en fait, c'est une manière, d'éduquer, en fait, que les ados vont s en fait, les comment expliquer? Les ados vont se sentir obligés, d'aller voir ce genre de contenu parce qu'on leur explique pas et s'il y avait cette explication du consentement, de comment doit se passer un rapport, de la manière dont ça doit se passer, il y aurait beaucoup moins de problèmes et j'avais regardé un reportage il y a pas très longtemps qui m'avait assez étonnée. Dès le collège, ils se disent pas prêts parce qu'ils se disent: «J'ai peur», par exemple, un message qu'un petit garçon avait écrit sur un bout de papier qui m'a extrêmement percutée: «J'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire». Je me dis tu te dis à 9 ans, ça pense déjà à ça. Je dis là: «Waouh!» ou une jeune fille qui dit: «Est-ce que c'est normal que je prenne pas de plaisir comme la fille sur les vidéos?» Et en fait, on n'explique pas, on comprend les enfants, ils comprennent pas parce qu'ils voient des choses qui sont pas pareilles, par rapport, à ce au monde réel et donc voilà et donc je trouve ça très important de dire: «Attention, la pornographie n'est pas l'éducation sexuelle, n'est pas une éducation sexuelle, ce n'est pas la réalité». Les femmes, dans la vraie vie, les actrices, beaucoup le disent, si on va vraiment voir les vrais témoignages, que ce qu'elles font dans les films, c'est pas du tout, ce qu'elles font dans leurs relations intimes, dans la vraie vie et que c'est que du cinéma. Voilà, c'est très important, de le souligner. C'est très, très important et moi ça m'inquiète énormément, ce phénomène. Bah, merci beaucoup pour ces éclaircissements, je suis complètement d'accord avec toi et en fait, il y a un truc que, comment dire? Que j'aimerais souligner, c'est que je sais enfin, j'ai appris ça il y a pas si enfin, il y a quelques années, c'est quand même plutôt relativement récent, qu'il existe une alternative au porno qui s'appelle le porno éthique, où du coup on valorise le consentement, on valorise, bah, du coup les relations entre tout type, de personnes. C'est pas que stéréotypé, ça peut être très bien avec des personnes plus âgées, avec, des couples, mixtes, enfin tout, type de sexualité, donc c'est hyper important et le problème que je trouve enfin, c'est pas un problème que ce soit comme ça, mais en fait, le problème, c'est que ce soit payant et du coup, les gens, quand ils vont taper sur Google, ils vont aller, bah, sur les plateformes, Pornhub. Bon, je connais rien en plateforme de porno, donc je vais dire Pornhub, qui, eux, c'est hyper accessible. Tu as juste à mettre: «Ah bah, j'ai 18 ans» et hop, tu y accèdes. Alors que, bah, c'est un gros problème déjà sur ce côté-là
même si je crois que j'avais entendu parler à un moment donné, je sais pas où ça en est, qu'ils voulaient donner, je sais pas, la carte bancaire, la carte d'identité, merde, je sais plus du tout. Mais je sais qu'ils avaient essayé de réfléchir à une manière, l'État, de contrôler ça. Donc, alors que moi, je pense qu'il faudrait potentiellement financer les plateformes de porno éthique pour qu'elles les rendent gratuites, comme ça, et bien les référencer sur Google, trouver des manières. Et je pense que ça permettrait de résoudre des situations, en tout cas. Tout à fait, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je suis très heureuse d'en entendre parler. C'est vrai qu'il y a bien eu quelque chose qui a été mis en place, c'était l'obligation de demander. Vous voyez le petit onglet qui dit: «Est-ce que vous avez bien 18 ans?» Il était pas accessible sur tous les plateformes et l'obligation, en tout cas en Europe, si je dis pas de bêtises, en tout cas en France, c'est sûr, mais en Europe, de mettre ce petit avertissement qui peut en fait, empêcher certains, on va dire, d'aller sur ces sites, qui peut en tout cas on va dire ralentir un petit peu la diffusion. On va dire un peu ralentir parce qu'en réalité, ça ne les arrête pas, hein. Ce n'est pas vraiment, un grand arrêt de dire: «Bon juste, est-ce que tu as 18 ans, oui ou non?» sans vérification. C'est bon, c'est histoire de, hein, c'est voilà. Mais bon, et oui, il y a bien quelque chose qui a été mais oui, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Le porno éthique, je connaissais pas du tout. Ça peut être extrêmement intéressant, mais et surtout les référencer. C'est ça aussi un problème de référence, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout et n'importe quoi sur internet de nos jours et il suffit que à tout moment, tu peux toi-même te retrouver, filmé, à ton insu et ta vidéo peut être diffusée et rediffusée et j'avais vu un reportage d'une jeune fille, horrible histoire, on l'avait filmée à son insu et elle avait beau, faire, la démarche, porter plainte, il l'a supprimée sur le site et elle ressortait sur un autre et c'était un enfer au quotidien, elle se voyait, impossible de retirer cette vidéo d'internet, quoi. Donc faut faire très attention. Ça, je crois qu'il existe une plateforme, peut-être que j'ai trompé dans le nom, mais c'est quelque chose comme Pharos, je crois que c'est ça. C'est une plateforme de signalement de contenu violent. En fait, c'est des policiers, qui sont, mobilisés, je crois que c'est des policiers, je sais plus, ou des enquêteurs, enfin, quelque chose dans le style, parce que je connais le sujet que de très loin, malheureusement. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est que c'est des personnes qui dédient leur temps, leur vie à ça et ils vont faire tout pour le faire disparaître d'internet. En tout cas, c'est leur mission. Tout à fait, mais c'est que ces gens-là, généralement, ils ont tout sur des disques durs et donc en fait, bah, tu beau le supprimer, ils le relancent. C'est pour ça que je dirais là, je dirais n'envoyez pas de photos. Évitez d'envoyer des photos, évitez de vous filmer, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Tout ce qui est sur internet, une fois que c'est sur internet, c'est très difficile à supprimer et même si tu te bats très fort, la jeune fille, elle se battait, hein. Elle est pas restée, et en fait, bah, ça peut très très vite tourner au cauchemar. Donc faites très attention à ce que vous publiez et je dis ça pour moi la première, hein. Je dis ça pour moi la première. Que ça soit dans mon quotidien, les réseaux sociaux, ça peut être tout. C'est pas que aspect pornographie, il faut faire très attention à ce qu'on publie. Mais bon, hein, on vit un peu dans un monde, digital maintenant, donc c'est très compliqué. Mais voilà. Oui, il y a pas encore, toute la réglementation qui suit, malheureusement. Heu, du coup, là, c'est vrai que le temps passait très vite. Merci pour cet échange et du coup, on va se tourner, vers la conclusion de l'épisode avec mes dernières questions. Du coup, bah, déjà, qu'est-ce que ce serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, qu'est-ce que ce serait mon mot de la fin? Quoi dire un peu sur tout ça? Hem, je dirais que mon mot de la fin, c'est que je veux le répéter parce que c'est très important pour moi, vous êtes pas seul et que, il y a des personnes comme moi qui, essayent de se battre, pour vous, pour faire changer les choses et que vous pouvez me rejoindre d'ailleurs au passage sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vu qu'on parle des réseaux. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous tapez myselfkey, vous allez direct me trouver, il y en a pas 10 000, hein. Voilà et puis, battez-vous, pour, les droits des femmes, c'est très important. On est dans un pays, où les droits sont un peu en train de régresser et sensibilisez vos proches et puis si vous pouvez, participer à une association. C'est pas dans le droit des femmes, il y a plein d'associations, il y en a plein, hein. Juste participer, voilà et puis, heureusement que je suis bien entourée, j'ai envie de dire vraiment, heureusement que je suis bien entourée. Il y a plein de personnes, dont vous pouvez vous inspirer d'ailleurs. Voilà, je suis très loin d'être la seule.
J'ai décidé de faire de mon trauma un combat et c'est pas facile et je vous dis pas que c'est facile et que ça l'est toujours pour moi. Je dis juste que il faut rester forte. Voilà. Un très, très beau une très, très belle conclusion. J'ai rien à rajouter parce que je trouve ça bien que tu aies répété, des choses qui te semblaient essentielles et j'espère que tu te souviendras, une rôle modèle, pour les personnes, qui nous écoutent. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir reçue. C'était très important pour moi de pouvoir parler et ça de m'avoir donné la parole comme ça. C'est un peu comme avoir donné la parole à toutes ces femmes, j'ai envie de dire et c'est un très beau geste et j'espère vraiment que j'ai pu aider certaines et que j'en aiderai encore et c'est vraiment, le combat de ma vie, c'est de sauver ces futures femmes, parce que j'ai pas pu me sauver moi. Voilà. Parce que tu parlais de femmes inspirantes et du coup, bah, ma seconde question, c'est qui sont tes rôles modèles, justement? Ah oui, j'ai noté quelques rôles modèles. Bon alors bien sûr, certaines sont assez connues, comme, Emma Watson, bien évidemment. Emma Watson, qui, est une pour moi, a été toujours même avant qu'il m'arrive quelque chose, l'une des figures les plus visibles pour la lutte, contre les violences sexistes, pour l'égalité des genres aussi. Son discours, par exemple, je voulais vraiment en parler, son discours à l'ONU, que j'ai regardé maintes et maintes fois, est très inspirant. Et puis la campagne qu'elle a fait, c'était, He for She, je crois, un truc du genre, Mmh. qui est très inspirante comme femme, comme Michelle Obama. Michelle Obama, forcément très inspirante, qui a écrit, un livre, qui s'appelle, je l'ai lu, qui s'appelle Devenir, si je dis pas de bêtises, Devenir et qui est, très inspirant, qui aborde plusieurs termes, le sexisme, le racisme et les défis, qu'elle a eus, en tant que femme, et vraiment son engagement envers l'égalité des femmes, et des genres en général est très inspirant. Je pense aussi à une des plus inspirantes, Tarana Burke, qui a lancé le #MeToo, Mmh. #MeToo qui a permis à beaucoup de femmes de sortir de Du silence. voilà, qui a mis en lumière vachement les violences sexuelles grâce à ce hashtag qui a pris, bah, littéralement, qui a clairement créé une conscience mondiale, vraiment, qui a pris une ampleur, internationale, vraiment, donc très connu. Après, plus personnellement, j'ai aussi mes petits modèles à moi. Bah, Yves Capeler, du coup, qui est l'homme, qui me permet donc de reprendre confiance en moi, qui me suit, quotidiennement, dans mon tout simplement dans mon parcours et qui se bat très fort pour la cause des femmes, qui a un engagement très pur, pour l'autonomisation des femmes en général et qui est très important pour moi, qui me redonne un peu, cette image, de l'homme féministe, si je peux bien définir ça comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est très important, de voir aussi des hommes se battre pour la cause des femmes. Voilà et puis dernièrement, je dirais, une autre personne qui m'inspire beaucoup au quotidien, que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, qui est une femme très inspirante, qui s'appelle Marie-Ange Le Boulaert. C'est une femme très forte qui a eu, une histoire un peu parallèle à la mienne, qui, est conférencière, qui a sorti un livre qui s'appelle Le Viol, qui, a documenté son vécu, son expérience et qui, pour moi est vraiment la clé du succès, qui a vraiment tout réussi à mes yeux dans sa vie et c'est vraiment un exemple pour moi et j'espère vraiment être aussi forte qu'elle un jour et elle me permet vraiment de prendre un peu confiance en moi, disons, de partager mon histoire. Voilà, de partager mon histoire. Des très belles personnes que tu nous recommandes. Du coup, je vais terminer avec mes 2 dernières questions. C'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, par rapport au féminisme, du coup, on en avait déjà un petit peu parlé. Pour moi, c'est vraiment un mouvement, qui va promouvoir l'égalité homme-femme. Pour moi, le féminisme, c'est autant les femmes que les hommes. Heu, pour moi, le féminisme, c'est quoi? Ça va vraiment, on va dire, tout ce qui va être chercher à créer un monde, où les femmes et les hommes, vont être traités de manière égale, où on va avoir les mêmes opportunités, les mêmes salaires, les mêmes libertés et la même dignité, très important. Pour moi, le terme du coup, féminisme, c'est vraiment, universel. C'est très important. Vraiment, c'est le mot, je dirais, pour définir le féminisme, c'est universel.
c'est un combat universel, un combat main dans la main. Et pour qui j'aimerais voir au micro de Matrimoine féministe, c'est vraiment du coup, je dirais Lucile Pétavin parce que, elle a fait un commentaire avec son livre, sur sa thèse et elle développe vachement ses recherches et j'ai pu l'entendre parler un petit peu de tout ça et je pense que ça peut vraiment être très intéressant pour, toi comme pour tout le monde, d'entendre son point de vue sur le sujet, surtout que sa thèse date, d'il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un sujet très intéressant et je vous incite tellement à lire son livre. C'est vraiment pas de la pub, j'ai pas du tout été payée, mais c'est juste que j'ai été conquise par son livre et je vous incite vraiment à aller le lire. Ça fait prendre une prise de conscience énorme et c'est très important. Voilà, donc ma petite fin. Donc merci et peut-être avant que j'oublie, parce que tu conseilles beaucoup son livre, est-ce que tu as d'autres ressources, à conseiller avant de continuer l'épisode? Je dirais qu'au niveau des ressources, c'est vraiment le livre, ces derniers temps que j'ai lu. Il y a pas mal d'autres livres. Bah, le livre, par exemple, de Marie-Ange Le Boullais, Le viol, qui est très intéressant. C'est, sur un violeur en série qui a été très connu, j'ai plus le nom là, mais très intéressant et je conseille un autre quelque chose que j'ai vu il y a pas très longtemps, un documentaire, qui s'appelle, je sais plus comment qu'on peut trouver sur Netflix, sur La Meute et j'ai trouvé, en fait, qu'il y a une histoire, qui s'est passée, en Espagne, heu, qui est un des documentaires les plus émouvants que j'ai vus sur le sujet depuis très longtemps, qui est extrêmement émouvant et qui a une morale incroyable. Ça s'appelle La Meute, si je dis pas de bêtises. C'est en gros un groupe d'hommes, qui ont violé une jeune femme et qui, pendant la procédure judiciaire, ils se sont rendus compte qu'il y a eu d'autres victimes et en fait, c'est en fait un procédé, qui était assez connu pendant une fête qui s'appelle, je sais plus comment, où ils sont tous habillés en rouge, avec les taureaux. Les férias? C'est en Espagne. Les personnes qui écoutent vont très vite reconnaître. Très connu comme fête et donc c'est pendant cette fête, il y avait beaucoup de problèmes d'agressions sexuelles et celle-là la morale est incroyable. Un documentaire qui fait extrêmement pleurer. Si vous avez vous avez envie de pleurer, sortez les mouchoirs et foncez. Voilà, ça s'appelle La Meute, quelque chose comme ça. Sur Netflix. Voilà. Super, bah, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. De toute façon, je mettrai, toute la conclusion, toutes les ressources, toutes les personnes inspirantes, en description de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent et bah, du coup, même moi, ça m'a donné envie de regarder ce documentaire La Meute, parce que c'est vrai que j'avais entendu parler un peu de cette histoire, mais je savais pas du tout qu'il y avait un documentaire donc bah, j'irai le voir et j'irai pleurer parce que forcément. Ça énerve aussi, hein. Ça énerve énormément parce que c'est vraiment dites-vous que c'est, heu, dites-vous parce que je parle à tout le monde, mais que c'est, vraiment les vraies victimes qui parlent et donc c'est une histoire 100 vraie, avec les termes exacts. Donc les termes, donc on a tous les points de vue la police, on va dire l'opinion publique, les victimes, mais aussi les agresseurs. Et c'est un documentaire qui met extrêmement en colère et on finit en fait, avec une morale qui est juste rien que d'en parler, j'ai des petits frissons. C'est vraiment magnifique. Un très, très beau documentaire qui met en colère, je préviens. Quel teasing! Bah, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils auront tous envie de voir, ce documentaire. Bon, bah, merci beaucoup pour cet épisode, c'était très, très, très agréable de discuter avec toi et bah, du coup, je vous dis à la prochaine, toutes les personnes qui nous écoutent. Ciao, ciao! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!